Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Paul Berveillé, professeur des universités et praticien hospitalier à Poissy, pour qu'il nous donne son avis d'expert sur les examens de seconde ligne de l'évaluation de l'état fœtal. Grâce à Bruno Carbone, il a été bercé par l'importance, mais aussi les écueils du rythme cardiaque fœtal lors de son internat, tout comme Emmeline Maisonneuve. Raison pour laquelle ils ont coécrit, avec également Charles Garabédian, qui lui fait de la recherche fondamentale sur le RCF, un livre intitulé « Analyse pratique du RCF ». Paul, quelles sont les raisons d'être des deuxièmes lignes d'évaluation de l'état fœtal ? En fait, les moyens de seconde ligne leur idée est venue du fait que les moyens de première ligne, que sont le rythme cardiaque fœtal, est un examen finalement qui est non satisfaisant au global, c'est-à-dire qu'il a des imperfections. Depuis son avènement, le rythme cardiaque fœtal n'a pas montré d'efficacité pour réduire la mortalité ou les encéphalopathies ischémiques. Et donc, depuis l'apparition du rythme, on s'est dit, y a-t-il moyen d'ajouter un autre examen qui nous permettrait d'être un petit peu plus précis et d'améliorer la performance du rythme? Le rythme n'a fait qu'augmenter finalement le nombre de césariennes sans pour autant avoir une efficacité redoutable, d'où l'idée de ces moyens de seconde ligne. Donc, ça peut être des moyens plus ou moins invasifs. On a essayé beaucoup de choses et pour essayer d'améliorer la sensibilité du rythme cardiaque fœtal. Quelles sont les deuxièmes lignes de l'évaluation de l'état fœtal disponibles actuellement ? Alors, disponible actuellement et disponible aussi par le passé parce que ils étaient disponibles et de moins en moins on les utilise. Actuellement, les plus fréquents, ce sont donc les pH ou les lactates au scalp fœtal. Donc, on prélève une petite goutte au scalp fœtal pendant le travail devant des anomalies du rythme ou lorsque le rythme, on ne sait pas trop comment l'apprécier, on va aller prélever une petite goutte de sang fœtal au niveau de son scalp. On fait soit des lactates, soit un pH. Et selon le résultat, cela va nous permettre de savoir si le bébé est déjà dans un état d'acidose trop important et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Ou au contraire, si le résultat est plutôt favorable, on peut se permettre d'attendre, de voir comment évolue le rythme. Si le rythme évolue tout à fait favorablement, on reste sur l'interprétation classique du rythme cardiaque fœtal. Si par contre le rythme évolue de façon défavorable, on peut être amené à faire directement une extraction fœtale ou s'il évalue de façon difficilement jugeable, on peut refaire à ce moment-là un deuxième pH ou lactate au scalp. Ça, c'est le premier examen et en fonction, on peut en faire plusieurs pendant le travail. Il y a d'autres moyens. Il y a le STAN qui existe actuellement, que peu d'équipes en France utilisent, mais les équipes qui l'utilisent le défendent. Où là aussi, c'est quelque chose d'invasif puisqu'on va prélever le scalp fœtal et on va analyser le segment ST du rythme cardiaque fœtal. Et l'intérêt du STAN, ça va être de dépister des événements en fait qui vont nous permettre de voir des systèmes d'alerte, en fait des moments où le rythme cardiaque fœtal est en alerte d'une acidose. Le problème du STAN, c'est qu'il faut, et si possible, avoir un enregistrement du rythme quand celui-ci est normal. Donc, c'est tout le problème du STAN et c'est pour ça que peu d'équipes l'utilisent. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites, comme par exemple la SAT fœtale, la saturation fœtale. C'est une petite électrode qui était disposée au niveau de la tête fœtale, mais on l'a utilisée pendant de nombreuses années et puis c'est tombé en désuétude actuellement. Donc, actuellement, les moyens de seconde ligne, c'est essentiellement en pratique, je parle, il y a des voies de recherche, mais c'est essentiellement le pH, les lactates au scalp et le STAN de l'autre côté. Donc, actuellement, sur les moyens de seconde ligne, on a des recommandations du collège qui sont anciennes, du collège des gynécologues obstétriciens français qui sont relativement anciennes et qui recommandent de mémoire sur un accord d'experts ou sur du grade C, je ne me rappelle plus,
qu'on peut proposer un moyen de seconde ligne comme un lactate ou un pH au scalp. Donc voilà, c'est encore dans les recommandations pour la pratique clinique. Le NICE en Angleterre nous propose de le faire en proposant aussi des seuils d'intervention entre 7,20, 7,25, etc. Nous explique la normalité en disant quand même que c'est invasif, qu'il faut bien prévenir la patiente et que si on n'y arrive pas, il faudra expédier l'accouchement. C'est en ces termes que c'est dit. Et puis l'ACOG, les Américains disent que c'est invasif, que c'est pas sans risque. Alors certes, il y a quelques case reports qui montrent des choses catastrophiques qu'on puisse passer derrière des prélèvements au scalp fœtaux notamment, mais ils nous disent voilà, c'est invasif, il n'y a pas de preuves, donc ça tombe en désuétude progressivement. Voilà. Donc on se retrouve avec ces recommandations disponibles dans le monde. Voilà, on ne sait pas encore où est la vérité, mais on espère que les futures études nous permettront de le savoir. Des événements dramatiques comme quoi, par exemple? Il y a des décès, il y a des fuites de LCR, voilà. Alors c'est pas ça qu'il faut brandir, mais il y a une quinzaine de cas. Il y a un papier dont je peux donner la référence en lien sur les complications de prélèvement au scalp. Voilà. Alors c'est des abcès, des choses comme ça. Donc on nous dit à partir du moment où c'est potentiellement invasif, donc très rarement dangereux, mais potentiellement quand même, et qu'il n'y a pas de preuves dures. À partir de ce moment-là, faut-il le faire? C'est la question. En tout cas, pour l'instant, c'est recommandé par le collège et par le NICE. Est-ce qu'il y a un de ces moyens de deuxième ligne dans la littérature qui a déjà prouvé son efficacité? Tout le problème de ces moyens de seconde ligne, c'est qu'il n'y a pas une étude bien faite sur des grands effectifs qui montre une utilité de ces moyens de seconde ligne. C'est tout le problème. Donc, certaines équipes ne font rien, entre guillemets, en moyen de seconde ligne, et ne basent simplement leur prise en charge et leur surveillance du travail que sur le rythme cardiaque fœtal. Par exemple, dans mon équipe, c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc, on revient à une interprétation un peu plus physiologique du rythme cardiaque fœtal. On essaye de réfléchir un petit peu plus, mais c'est pas parce qu'on réfléchit un petit peu plus que nos résultats sont meilleurs. Le rythme cardiaque, l'examen du RCF est un examen qui est de toute façon non satisfaisant au total. Donc, il est satisfaisant, mais pas complètement. Donc, on peut avoir cette lecture plus physiologique du rythme cardiaque fœtal et ne pas faire de moyens de seconde ligne. Donc, c'est notre façon de faire, nous, dans mon hôpital. On peut utiliser à ce moment-là le STAN pour ceux qui y croient. Il y a des papiers qui vous montrent que le STAN peut avoir une efficacité en termes de réduction du nombre de césariennes, mais c'est souvent des études pas très très bien faites ou sur de faibles effectifs. Et c'est exactement la même chose pour le pH ou les lactates, c'est-à-dire pas de diminution du taux de césarienne, pas finalement de taux d'extraction. Donc on se retrouve finalement sur, on regarde les Cochrane, donc toutes les méta-analyses, et on voit dans les dernières Cochrane disponibles qui datent de mémoire de 2017, qui nous montrent que le pH au scalp et les lactates, ça ne diminue pas le taux de césarienne, le taux d'extraction, donc pas d'utilité prouvée. C'est pas parce qu'on n'a pas de preuve dans la littérature que ça ne sert pas, mais en tout cas, il n'y a pas une preuve aujourd'hui en 2021 de façon certaine qu'il faille utiliser un pH ou un lactate au scalp, et c'est la même chose pour le STAN. C'est ça tout le problème actuel en 2021, c'est qu'on n'a pas les preuves. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, ça ne veut pas dire qu'on peut pas le faire, ça veut dire que il faut être prudent en disant moi je fais des lactates, je suis sûr que ça marche, etc. Je suis sûr d'être en sécurité par rapport à leur utilisation. On n'en est pas sûr. Peut-être que ça marche, mais pas de preuve aujourd'hui. Ça ne diminue pas les taux d'extraction et on n'a pas non plus de preuve que ça améliore l'état néonatal. C'est ça? Exactement. C'est tout le problème. Voilà. Alors dans les équipes, certaines l'utilisent pour le médico-légal en disant voilà, vous nous dites que le RIP n'est pas un examen parfait, ce qui est la vérité. À partir du moment où c'est pas un examen parfait, je montre que je m'intéresse à l'état fœtal et je fais un moyen de seconde ligne et je le documente dans le dossier. Mon pH au scalp pendant le travail était à 7,25, donc je continue et donc je suis en sécurité. Donc ça, tout à fait, c'est recommandé par le collège de faire des moyens de seconde ligne, mais par exemple aux États-Unis, ils ne font plus de pH, de lactate. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées. Voilà, donc
sur le plan médico-légal, pour l'instant, c'est recommandé dans les RPC et il ne faut pas toujours montrer le médico-légal en premier en disant attention au médico-légal. Mais l'idée n'est pas bête de documenter, de montrer voilà, ce rythme m'inquiétait, mais pas suffisamment pour faire une extraction. Donc, j'ai fait un moyen de seconde ligne. J'ai fait un scan, je vous le montre, voilà le résultat. Et donc, je me suis permis d'attendre. Voilà pourquoi on a envie de se rassurer et parce qu'on sait que le rythme n'est pas un très, très bon examen. Mais voilà, on utilise quelque chose dont on n'a pas la preuve formelle aujourd'hui qu'elle est réellement utile en termes de césarienne d'extraction ou de bien-être néonatal. Du coup, il n'y a pas encore d'études publiées, par exemple, avant-après, parmi votre équipe ou les équipes aux États-Unis qui ont changé un petit peu de manière d'analyser le rythme et qui, du coup, ne font plus de pH. Est-ce que vous constatez sinon une amélioration ? Non, on n'arrive pas. Le problème, c'est comme dans toutes ces études, il y en a plein. Et le problème, c'est que c'est des études de faible niveau de preuve. Et que pour montrer ça, il faut, comme l'encéphalopathie est un événement rare, etc., on n'arrive pas à le montrer. C'est pour ça qu'il nous faut des Cochrane, des méta-analyses. Et encore, avec tous les biais qui peuvent être associés aux méta-analyses, il faut des études randomisées. Donc, il y avait une étude randomisée qui devait sortir bientôt, qui est le Flamingo Trial sur l'utilisation des moyens de seconde ligne. Et c'était, hors de mémoire, un pH ou des lactates, je ne sais plus. En tout cas, c'était un examen du sang au scalpe fœtal, un essai randomisé, bien fait, avec la puissance nécessaire. Je suis inquiet parce qu'il n'est toujours pas sorti à ce jour. Donc, on va voir. Mais oui, il nous faut des bonnes études vraiment bien faites pour pouvoir mettre fin à ce débat. Et peut-être que ça ressortira comme bénéfique et auquel cas, il faudra s'y mettre. C'est juste faire un point en disant, voilà, on est tous formés à faire des moyens de seconde ligne sans qu'on sache finalement que les preuves sont très, très, très faibles pour les utiliser de façon systématique. Et deuxième écueil, c'est que souvent, on ne lit plus le rythme. Dès qu'il est plus normal, la sage-femme vous appelle, « Ok, je vais faire un examen de seconde ligne. » Et ça, on se passe de tout le contexte, on se passe de la lecture physiologique du rythme, et ça, c'est dangereux. Donc, on revient sur le contexte. Qui est ce bébé qui fait des anomalies du rythme? Quelles sont ces anomalies du rythme? Ai-je réellement besoin de faire un moyen de seconde ligne? Si dans le service on en fait, on peut continuer à en faire, mais voilà, il faut revenir quand même vers une approche un peu plus physiologique de la lecture du rythme et aussi sur le contexte qu'on a tendance souvent à oublier. Et puis maintenant, on fait des moyens de seconde ligne d'emblée, on réfléchit plus. Et ça, c'est quand même un peu dommage et voire risqué. Merci à Paul Berveillé de nous avoir accordé du temps pour nous partager son savoir sur les examens de seconde ligne et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.